une communication et un témoignage. Donc on va peut-être avoir la même chose pour la communication suivante par Olivier Dumonceau, prostatectomie radicale robotique ambulatoire, étude prospective, résultat à 30 mois. Monsieur le Président, chers collègues, merci de m'accueillir. Non, je suis venu sans patient témoin. Mais je vais vous faire une présentation. Alors, j'ai un peu mis à jour les résultats. D'accord. J'ai mis un peu à jour les résultats hier pour qu'on ait vraiment les derniers résultats à 3 ans et demi maintenant de notre expérience. On a décidé il y a 3 ans et demi d'évaluer de façon prospective la faisabilité de la prostatectomie radicale donc pour cancer en robotique en unité de chirurgie ambulatoire. Et ça nous a permis de définir un protocole précis de RAC dans la chirurgie prostatique pour rendre cette chirurgie et cette prise en charge reproductible en pratique courante et pas pour faire simplement un essai. En 2015, on a repris nos chiffres de prostatectomie avec mon anesthésiste et qui fait systématiquement un protocole de RAC aux patients, quelle que soit la durée prévue de l'hospitalisation. Et on s'est aperçu que près de 8 patients sur 10 sortaient le lendemain matin de l'intervention. L'organisation du programme fait qu'il n'est pas rare qu'un même jour opératoire, il y ait 3 prostatectomies. Donc le patient opéré en 3e position, finalement, on finit en fin d'après-midi. Et ce patient, comme celui qui était opéré en premier, sortait le lendemain matin. Donc finalement, moins de 24 heures après avoir été opéré. Et donc, nous nous sommes demandé quel était le sur-risque à faire sortir le patient le soir même, de quelle façon il allait le vivre. Et pour ça, on a essayé de mettre en place avec mon anesthésiste un protocole précis. Je dois dire d'ailleurs que c'est elle qui en a eu l'idée et pas moi, puisqu'elle travaille beaucoup avec les chirurgiens digestifs de la clinique et donc elle a beaucoup fait d'ambulatoire et elle a pu finalement adapter son ambulatoire de chirurgie digestive à l'uro. Alors, le protocole, il commence, l'ambulatoire, ça commence dès la consultation, ça ne s'improvise pas le jour de l'intervention. Alors, il faut évidemment s'assurer que le patient réponde aux critères d'éligibilité de l'ambulatoire. Ce sont des critères d'éligibilité qui sont valables pour toutes les chirurgies ambulatoires et qui ne sont pas spécifiques de la chirurgie prostatique. La seule chose que nous ayons modifiée, c'est que les critères de la SFAR pour l'ambulatoire, c'est que le patient soit à moins de 50 km de l'établissement. À Paris, on a considéré que ce n'était pas tout à fait opportun et donc on a préféré mettre 1 heure plutôt que 50 km parce que 50 km de Paris ça peut faire loin quelquefois. Il faut que le patient ne soit pas sous anticoagulant, qu'il ait un ASA 1 ou 2 essentiellement, qu'il soit donc près de l'établissement, qu'il soit accompagné pour le retour à domicile et à domicile le soir même, et évidemment il faut qu'il puisse comprendre les différentes consignes de soins pour la première nuit. On l'informe sur les avantages et les modalités de l'ambulatoire et surtout on lui donne les ordonnances de sortie dès cette première consultation, ce qui fait qu'en rentrant à la maison il aura déjà acheté tous les produits dont il a besoin et qu'il ne va pas chercher la pharmacie de garde à 19 ou à 20 heures à côté de chez lui. Ça c'est essentiel pour la consultation. Sur le plan préopératoire, on ne change rien, il n'y a aucune prémédication. Il y a un jeûne relatif qui est limité au juste nécessaire, c'est la fameuse RAC, donc c'est 6 heures pour les aliments solides. Et pour les boissons claires, on leur demande d'en prendre 2 heures avant l'intervention, donc soit un thé, un café sucré ou un jus de fruits. Le patient est en première position le matin, il est admis à 7 heures quand ça se passe bien. Avec le temps, ça a été un peu plus laxe, ça, mais c'est pas très grave. Alors, cette diapositive a beaucoup de succès auprès des anesthésistes, moins auprès des chirurgiens. Simplement pour vous dire qu'il y a un protocole de récupération rapide, qui était un protocole qui d'abord était utilisé en chirurgie digestive et qu'on a adapté à l'urologie. Ce qui est important, c'est des produits à élimination extrêmement rapide pour que le patient soit très vite réveillé. C'est que l'analgésie n'utilise pas de morphinique qui va ralentir le transit notamment et qui peut donner des nausées. C'est de faire une prophylaxie systématique des nausées-vomissements post-opératoires. Il y a une petite spécificité pour la chirurgie de la prostate, c'est qu'on ne remplit pas le patient pendant l'intervention jusqu'à ce qu'on fasse la couture, l'anastomose du rétrovésical, puisque si on le remplit pendant l'intervention, la vessie va se remplir et donc on va coudre dans les urines, puisque les urines vont couler par la vessie ouverte. Donc ça, c'est la petite chose qu'on ait dû adapter. Et le patient est décurarisé en salle. En péropératoire, on lui fait exactement la même intervention, qu'il soit en ambulatoire ou qu'il ne soit pas en ambulatoire. Donc on fait une prostatectomie radicale robotique, avec ou sans curage ganglionnaire, avec ou sans préservation nerveuse. C'est toujours un peu plus long avec préservation. On utilise à la clinique d'abord le robot Da Vinci S, et puis on a upgradé il y a quelques années pour le XI. On a 4 trocars opérateurs et 1 trocar pour l'aide. Et le patient est entré de Lunebourg. Jusqu'en 2017, je mettais un redon, j'en mets plus du tout, ça n'est pas très utile. Et en fin d'intervention, le protocole veut qu'on fasse un bon lavage de la vessie pour éviter que d'éventuels caillots ne viennent obstruer la sonde la nuit qui suit l'intervention et que le patient se retrouve bloqué.
En post-opératoire, le patient passe quelques temps en salle de réveil. On n'hésite pas à relancer la diurèse avec du Lasix. Dès la sortie du réveil, le cathé veineux est obturé et on commence à donner à boire au patient. Le patient il va être surveillé en unité de chirurgie ambulatoire 6 heures par rapport à l'intervention et il va être réalimenté à la 3e heure. Et à l'époque où on mettait un redon, on l'enlevait à condition qu'il ait donné moins de 100 cc. Dès l'ablation du redon, on fait marcher le patient dans le couloir avec une infirmière pour s'assurer qu'il marche bien et qu'il soit en état de rentrer chez lui. Et l'infirmière va lui expliquer comment manipuler sa sonde au retour à la maison, puisque dès le soir même, il va falloir que lui-même puisse vider sa sonde. La sortie, elle est validée par la visite du chirurgien et de l'anesthésiste. C'est les critères qu'on connaît tous pour l'ambulatoire. C'est le fameux score de Chung qui est valable pour tout le monde, les constantes vitales, le fait que le patient puisse marcher sans vertige, qui évidemment il n'ait pas de nausées, vomissements, qu'il ne soit pas douloureux, ça ne sert à rien qu'il sorte en étant plié en deux. Et en péropératoire, évidemment, c'est réservé à des patients qui n'ont pas eu un saignement important pour une raison ou pour une autre. Il y a un critère spécifique qui est venu de notre expérience, vous verrez après pourquoi, c'est que pour que le patient sorte, il faut que l'hématurie soit absente ou en tout cas très faible. Il faut que les urines soient rosées. On ne peut pas le laisser sortir avec des urines rouges dans la sonde, tout simplement parce que ça peut cailloter et boucher la sonde. C'est ce qui nous est arrivé pour un patient. On vérifie encore auprès du patient qu'il est toujours d'accord pour faire de l'ambulatoire. C'est quelque chose qu'on fait ensemble. Il n'y a aucune obligation pour l'instant à faire de l'ambulatoire qui nous soit demandé par nos tutelles pour cette intervention. Et le patient a le numéro d'appel d'urgence de la clinique pour, en cas de problème, pouvoir appeler le médecin de garde qui dort sur place et qui est prévenu. Et qui a une consigne extrêmement simple, c'est que si le patient appelle, c'est qu'il y a un problème et qu'il vaut mieux qu'il revienne et qu'on évaluera le problème à la clinique. Il ne s'agit pas de commencer à discuter au téléphone. Donc ça fait maintenant 3 ans et demi, on a débuté ça en mars 2016, 240 patients opérés d'une prostatectomie robotique par le même binôme, donc mon anesthésiste et moi-même, et sur ces 240 patients, on en a mis 77 en unité de chirurgie ambulatoire, suivant le protocole que je vous ai décrit. Alors ça, on va passer rapidement, l'âge moyen c'est plutôt 63 ans pour le cancer de la prostate, ils avaient un PSA de 8,5 et on était dans les indications classiques de prostatectomie, c'est-à-dire essentiellement des tumeurs localisées à la prostate, à risque faible ou à risque intermédiaire. Tous les types de prostatectomie ont été faits avec ou sans préservation nerveuse, bilatérale, unilatérale, avec ou sans curage ganglionnaire, ça n'a rien changé. La durée opératoire moyenne, c'est 243 minutes, c'est du pot à pot, c'est pas seulement du temps de console au robot. Les pertes sanguines sont autour de 300 cc pour la plupart des patients. Et vous avez après le détail des résultats anatomopathologiques. Il n'y a rien de particulier dans l'ambulatoire par rapport aux prostatectomies habituelles, donc je vais passer assez vite. Comme vous le voyez, le redon à l'époque où on en mettait donnait globalement assez peu, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on l'a enlevé, puisqu'on s'intéresse beaucoup à la douleur post-opératoire, et il se trouve que l'orifice de ces lieux qui faisait mal aux patients, c'est l'orifice par lequel sortait le redon. Et donc le fait d'enlever le redon, finalement, ça diminue les douleurs post-op. Sur les 77 patients qui étaient prévus en unité de chirurgie ambulatoire, il y en a 71 qui ont pu sortir comme prévu. 6 patients ont dû rester, 2 pour des raisons vraiment non médicales. Un patient qui avait prévu de faire un dîner chez lui ce soir-là, donc on lui a expliqué que ce n'était pas tout à fait possible, on l'a gardé. Et un autre patient qui, pour des raisons d'assurance, en fait, devait passer une nuit à la clinique et ne pas être fait en ambulatoire. Plus sérieusement, il y a 4 patients qui sont restés pour des raisons médicales, 2 patients qui ont fait des malaises vagaux, donc on a décidé de garder pour éviter qu'ils refassent la même chose chez eux. On leur a contrôlé l'anémie, il n'y avait aucun souci d'anémie. Un patient qui avait une démarche qui ne nous semblait pas suffisamment assurée pour le laisser sortir et rentrer à la maison. Et de la même manière, un patient qui avait des douleurs abdominales quand même assez importantes. Et dans un souci plus de confort pour le patient que de sécurité, puisque les douleurs n'étaient pas liées à un problème particulier, on a préféré garder le patient plutôt que de le laisser rentrer chez lui un peu plié en deux. Sur ces 71 patients, il y a un seul patient qui a dû revenir, qui a appelé le numéro d'urgence de la clinique le soir même et qui est revenu tout de suite. Et en fait, sa sonde s'était bouchée sur une hématurie qui a cailloté. Et je dois avouer que j'étais assez embêté parce que j'ai bien vu quand il sortait que les urines étaient un peu rouges. Je me suis dit que ça allait passer en lui disant de bien boire et finalement c'est pas passé. Donc c'est vraiment devenu un critère important pour nous quand l'hématurie est importante. Ça arrive quelquefois que l'anastomose entre l'urètre et la vessie saigne. Quand l'hématurie est importante, il vaut mieux garder le patient et surveiller ça. Sur les 71 patients qui sont sortis, il y en a 2 qui, le lendemain de l'intervention, lorsqu'on les a appelés, finalement auraient préféré passer la nuit à la clinique. Et les 69 autres étaient très satisfaits d'avoir passé la nuit à la clinique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au 30e jour post-opératoire, quand on les voit aux consultations, on leur pose la question un peu différemment, c'est-à-dire on leur dit si on vous refaisait la même intervention et qu'on vous reproposait l'ambulatoire, est-ce que vous seriez OK ou est-ce que vous préféreriez passer une nuit à la clinique? Et c'est pareil, il y a 69 patients qui sont OK pour réitérer l'ambulatoire
ambulatoire. Donc c'est plutôt une bonne expérience et absolument pas une mauvaise expérience. Ça sont des résultats juste sur la DMS, c'est très intéressant. La DMS en 2015, la DMS nationale pour la prostatectomie radicale, indépendamment de la voie d'abord, robotique ou pas, elle était à 7,7 jours, elle était déjà pour nous d'un peu moins de 2 jours. La DMS en 2018, je n'ai pas encore les chiffres de 2019, la DMS de 2018, elle est à 6 sur le plan national. À la clinique, je ne suis pas le seul à faire des prostatectomies, elle est de 1,5 et ma DMS, à titre personnel, elle est de moins d'1 jour, du fait du développement de l'ambulatoire sur mes patients. Il y a plusieurs points de discussion qui me semblent importants. Alors d'abord, rappeler que la chirurgie ambulatoire, ça concerne la mise en œuvre d'actes chirurgicaux ou d'exploration selon les mêmes modalités que celles qui sont effectuées habituellement lors d'une hospitalisation complète, mais avec une sortie du patient le jour même de son admission sans nuit d'hébergement. Ça veut dire que le séjour est optimisé au strict temps utile et nécessaire dans la structure sans majorer le risque pour le patient. On a peu d'études sur les bénéfices et sur les risques de la chirurgie ambulatoire. Ce que l'on sait, c'est que les taux de morbidité et mortalité sont très faibles, que le risque thromboembolique est diminué et surtout le risque infectieux, et notamment d'infection nosocomiale, est diminué en ambulatoire par rapport à une hospitalisation traditionnelle. C'est l'argument principal que l'on donne aux patients pour leur proposer l'ambulatoire. La chirurgie ambulatoire, il faut savoir que c'est un des critères de satisfaction des patients lors d'une hospitalisation. Ça fait partie du questionnaire et ça fait partie des critères de satisfaction. Alors le développement de la chirurgie mini-invasive, mais aussi de l'anesthésie que j'ai appelée mini-invasive, permettent un réveil rapide avec une récupération immédiate, une limitation des douleurs post-opératoires et des nausées, et c'est ce qui a ouvert la voie de la chirurgie ambulatoire. Ça implique donc la réalisation des actes techniques par des praticiens qui maîtrisent cette pratique et qui ont donc une bonne expérience, notamment de la chirurgie robotique. Alors la première prostatectomie en fast track, en RAC, elle a été décrite en 2007. À l'époque, c'était de la cellio mais sans robot, et c'était de la RAC mais pas de l'ambulatoire, et l'hospitalisation, qui était à l'époque d'un peu moins de 7 jours, passait à 3,5 jours. Ça a été repris en 2011. Il y a une équipe qui a montré que le fast track a entraîné une reprise plus rapide du transit, moins de douleur et une plus grande satisfaction des patients. Donc ça avait déjà commencé en 2011. Nous, on a commencé la prostatectomie ambulatoire en 2015. Moi, j'avais quasiment 10 ans d'expérience dans ce type d'intervention, parce que j'avais commencé à Saint-Joseph quand on commençait la robotique. Et comme je vous le disais au début, il y avait déjà 8 patients sur 10 qui sortaient dès le lendemain d'intervention, et on s'était aperçu que pendant la nuit, finalement, le patient dormait, qu'il n'y avait pas de complications qui étaient observées, si ce n'est qu'il pouvait être dérangé par le voisin ou par du bruit dans le couloir. Et c'est la raison pour laquelle on s'est dit qu'il n'y avait pas de sur-risque à le faire sortir dès le soir même, sous réserve évidemment qu'il réponde aux différents critères. On a une particularité dans l'établissement, c'est qu'on fonctionne en binôme, c'est-à-dire que chaque chirurgien a son anesthésiste attitré, et c'est vrai que ça facilite la réflexion et la mise en place du projet lorsqu'on veut développer ce genre de choses. La prise en charge nécessite une optimisation du parcours du patient, ça vous le savez comme moi, quand on fait de l'ambulatoire, il faut que ça commence dès l'arrivée du patient, il ne faut pas qu'il attende 1 heure aux admissions, puis 1 heure pour monter, etc. Donc ça doit être fluide extrêmement tôt le matin, on fait arriver le patient à 7 heures, donc il faut vraiment que l'équipe à chaque étape sache que c'est ambulatoire et que donc il faut accélérer un peu les procédures. Je vous rappelle, ça n'a pas du tout influencé notre technique opératoire. On a fait ça chez tous les patients. On ne s'est pas posé la question de quel patient pouvait bénéficier ou pas de l'ambulatoire selon son type de cancer, selon son type de chirurgie. Et je pense que c'est grâce à ça qu'on a pu le développer aussi rapidement. Il nous semble essentiel que la sortie soit validée par le chirurgien et l'anesthésiste après avoir revu et examiné le patient. Et pour l'instant, l'ambulatoire, c'est pas admis dans la prostatectomie. Je pense que les urologues présents sont d'accord avec moi. Donc, je pense que toute anomalie doit remettre en cause l'ambulatoire. Ça ne doit pas être un défi, l'ambulatoire. Ça doit être quelque chose qui se passe bien et qui soit bien pour le patient. Et on n'est pas du tout dans le défi. Et c'est pour ça que j'insistais au début, on n'a pas fait un one-shot. On a vraiment développé la technique et on a mis en place un protocole pour que ce soit reproductible. Et d'ailleurs, c'est reproduit, puisque maintenant, plusieurs centres en font. Et on essaye de colliger un peu les informations sur le plan national. Une petite chose, c'est que quand les critères de sortie sont validés, le patient sort et il n'a pas besoin, selon nous, d'être rappelé 1 heure après chez lui, ou même d'être vu par une infirmière qui passerait dans le cadre d'un réseau d'aval, comme on observe dans certaines chirurgies ambulatoires. Le patient rentre à la maison et il n'a que l'appel du lendemain, habituel après l'ambulatoire. C'est important, si on veut développer l'ambulatoire, qu'on puisse assurer la permanence et la continuité des soins 24 heures sur 24. C'est-à-dire que si le patient a un souci, il faut qu'il puisse nous rappeler et qu'on le prenne. Il ne s'agit pas
pas qu'il aille aux urgences qui sont les plus proches de chez lui. Donc il faut qu'on informe bien tout le monde au sein de l'établissement et notamment le médecin de garde qui va être le premier interlocuteur du patient en cas de complication. L'impact économique aujourd'hui il est difficile à évaluer. Ce qui est certain, c'est que la chirurgie ambulatoire fera faire des économies de santé. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Il est clair qu'aujourd'hui, c'est pas en faisant 1 ou 2 patients en ambulatoire dans l'établissement qu'on fait des économies de santé. Il faudra pour ça que les structures d'ambulatoire se substituent aux structures d'hospitalisation standard et donc il faudra le développer davantage. Voilà, j'accélère un peu sur la fin, juste pour vous dire que la prostatectomie ambulatoire, c'est quelque chose qu'on fait en pratique courante, qu'on a eu jusqu'à présent un seul patient qui est revenu à la clinique et qui n'a pas eu de perte de chance pour lui, du fait qu'il n'ait pas été dans l'établissement au moment où il a fait la complication, qui était une complication minime. Et chose très importante, les patients sont satisfaits de cette prise en charge. Encore une fois, ce n'est pas un défi ou quelque chose qu'on fait sans leur accord. Je vous remercie. Je vous ai mis la bibliographie, si vous l'avez. Merci pour ce travail très innovant, je trouve. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Michel. D'abord des compliments pour votre belle présentation. Merci. Et une question simple. Votre patient le plus âgé est 74 ans, j'ai compris. Pourquoi en France on limite l'âge des prostatectomies pour cancer chirurgical vers 70 ans, à la Pitié et dans d'autres hôpitaux? C'est partout, en fait. Il y a des recommandations qui sont des recommandations du comité de cancérologie avec un âge limite qui est plus un âge en termes d'espérance de vie qu'un âge en termes d'âge fixe. On en a parlé un peu avant. C'est vrai qu'après 75 ans, on n'est pas certain qu'il y ait un bénéfice à pratiquer une prostatectomie. Il ne faut pas perdre de vue le fait qu'il y a des effets secondaires potentiels. Alors, après 75 ans, je ne suis pas certain que la dysfonction érectile soit celui qui vienne en premier, mais les troubles de la continence sont embêtants et on sait que déjà après 70 ans, on a des moins bons résultats sur la continence, incontestablement. Même quand on a l'habitude, ce n'est pas une question de technique chirurgicale. Et surtout dans le cancer de la prostate, on a des traitements alternatifs. Ce n'est pas comme si c'était la seule chose à proposer aux patients. On a des alternatives et au-delà de 75 ans, il est reconnu, et on a des recommandations pour ça, il est reconnu qu'on préfère les autres traitements à la chirurgie. Justement, je reviens sur cette question de l'incontinence dont vous n'avez pas parlé et dont sont impactés les gens très âgés, et en particulier les gens très âgés, et c'était ma question, qui subissent une prostatectomie plus une exérèse ganglionnaire, c'est-à-dire une chirurgie élargie. Est-ce que c'est votre sentiment, autrement dit, que la chirurgie d'exérèse plus l'exérèse ganglionnaire impacte davantage et donne le risque d'incontinence? Ah non. Alors oui, la chirurgie évidemment donne un risque d'incontinence. Ce risque, il est très faible. Il est estimé aujourd'hui avec la robotique par des praticiens qui ont l'habitude, vous savez comme moi, que le robot c'est un piano. Ce qu'il faut, c'est savoir en jouer. Le robot ne fait rien. Il n'y a pas d'intelligence artificielle encore dans le robot. Avec l'expérience, les taux d'incontinence, ils sont très faibles. Ils sont entre 2 et 5%. Et ils sont plus près de 2, à mon avis, que de 5. J'ai pas du tout noté que le curage ganglionnaire, qui a ses complications propres, qui ne sont pas négligeables, mais que le curage ganglionnaire augmentait le risque d'incontinence. Pas du tout. Mais le curage ganglionnaire, il y a des risques de lymphocèles, il y a des risques de phlébite, il y a des risques de... Enfin, c'est autre chose encore. Surtout qu'on fait des curages en général étendus. Je vous ai posé cette question parce que j'ai une petite anecdote personnelle, c'est que j'ai un frère jumeau. Nous avons fait un cancer exactement en même temps, donc il y a 2 ans, et nous avions l'âge théoriquement où il n'était plus complètement indiqué de faire de la chirurgie, mais plutôt de la radiothérapie. Mon frère a impérativement, son chirurgien lui a dit que la chirurgie, pas de problème, pas de risque d'incontinence. Et moi, je n'ai pas pu avoir de chirurgie et on m'a imposé la radiothérapie. Voilà. C'était ce qui m'a amené à poser cette question. Alors, j'espère simplement que son chirurgien ne lui a pas dit qu'il n'y avait pas de risque d'incontinence, parce que ça, encore une fois, c'est même pas lié à la compétence du chirurgien. On a un certain nombre on fait la même intervention avec la même qualité pour tous les patients, et il y a des risques d'incontinence, malheureusement. Ouais. Il y a des risques d'incontinence, même si l'intervention se passe très bien. Donc on ne peut pas promettre ça en préopératoire aux patients, ce serait vraiment absolument pas honnête. Merci. Juste un petit commentaire sur la durée de séjour qui a été mentionnée par le PMSI. Effectivement, c'était à 7 jours et quelques. Et dans l'étude IFI qui compare le traitement par ultrason focalisé à haute intensité et la prostatectomie totale, où il y a 1900 patients dans le bras IFI et 1300 patients dans le bras prostatectomie, on a une durée de séjour pour la prostatectomie inférieure à 4 jours maintenant. Et il y a la chirurgie ouverte, la chirurgie laparoscopique, la chirurgie tout est mélangé, ouais. Donc on voit qu'on a vraiment une progression vers une diminution de séjour globale.
Moi, j'aurais une question à te poser. Merci, c'est vraiment bien d'ouvrir la voie comme ça. Est-ce que dans votre clinique, il y a un esprit de faire de l'ambulatoire pour toutes les spécialités? Et deuxièmement, qu'apporte réellement le robot? Est-ce que tu aurais fait l'étude avec la cœlioscopie normalement? Est-ce que tu aurais pu faire les mêmes choses? Est-ce que tu penses qu'il y a quelque chose de plus avec le robot? Sur la thématique de l'ambulatoire, oui, je pense qu'on est tous très motivés dans toutes les spécialités. Je pense qu'Hubert peut en témoigner. Pour faire de l'ambulatoire, c'est la chirurgie d'aujourd'hui et la chirurgie de demain. C'est fini, l'hôtellerie hospitalière, c'est fini. Et vraiment, on est tous motivés pour ça. Est-ce que j'aurais fait cette expérience de l'ambulatoire sans le robot? Alors déjà, le robot, ça fait plus de 10 ans que j'en fais. Et je ne sais pas s'il y a 10 ans, j'avais la même maîtrise du geste de prostatectomie. Ce qui est sûr, c'est que ça permet d'abord d'opérer plus rapidement, incontestablement, qu'en cœlioscopie conventionnelle, d'avoir une meilleure qualité de suture, d'anastomose urétrovésicale, et c'est tout l'enjeu. C'est-à-dire que s'il y a une fuite, comme à l'époque où on mettait des points séparés et où là, systématiquement, on savait que ça fuyait, c'est sûr qu'on ne peut pas laisser sortir le patient parce qu'il va être douloureux. Je pense qu'on règle mieux le problème du saignement avec la robotique parce qu'on a une meilleure vision des vaisseaux et on fait une meilleure coagulation. Et le saignement, c'est un facteur de douleur dans la prostatectomie. En général, quand ils ont des douleurs pelviennes après prostatectomie, c'est qu'ils sont en train de saigner dans l'espace de décollement. Donc je pense que j'aurais pas lancé ça, et en tout cas ça n'avait pas été fait avant la robotique, de vouloir faire de l'ambulatoire, c'est-à-dire vraiment la forme la plus courte de RAC, c'est le moins de 12 heures. Tu as dit que tes interventions duraient en moyenne 2 heures. 2 heures, oui. Et donc le malade, il sort à quelle heure au plus tard du bloc. Le malade en général sort de salle d'opération au plus tard vers 11 heures, il sort du réveil vers 13 heures et il sort à 19 heures de la clinique. Tu en fais un dans la journée Alors l'ambu, oui, c'est limité au premier malade du matin. C'est limité au premier malade du matin. On ne peut pas en faire plus. C'est pour ça d'ailleurs qu'on n'en fait pas plus, parce que sinon... Et donc pour nous qui ne sommes pas urologues, le patient sort avec sa sonde, oui. Et vous lui enlevez la sonde combien de temps? Alors le patient sort avec sa sonde, on l'appelle le lendemain pour s'assurer que tout aille bien. Au tout début de l'expérience, je l'appelais moi-même, j'avoue que j'ai abandonné depuis quelques temps. On lui fait enlever la sonde à domicile. Là encore, au début, je l'enlevais moi-même au bout d'une semaine pour le revoir, et comme finalement ça va bien, c'est plus confortable pour lui de la faire enlever à domicile au bout d'une semaine. Et moi, je le revois à 1 mois avec un dosage de PSA. Il n'y a pas eu de rétention? Alors, on a quelques rétentions d'urine après ablation de sonde, oui, et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il y a beaucoup de combats, je pense, pour la prostatectomie, mais le combat d'enlever la sonde le plus vite possible, je pense que c'est pas un bon combat. On a essayé d'enlever la sonde à J3, et très sincèrement, les patients d'abord ont très mal quand ils urinent, donc je vois pas le bénéfice, et puis on a plus de rétention. En l'enlevant autour de J7, J8, on en a peu, on en a quelques-unes, mais on en a très peu. Mais il y en a, bien sûr, il y en a. Merci beaucoup. Merci à vous.